La ressource humaine est la première richesse d'une entreprise. On ne parlerait pas d'entreprise sans le capital humain. Et l'essor d'une entreprise reposerait bien sûr sur les efforts de ces hommes et de ces femmes qui travaillent tous les jours pour apporter non seulement de leurs efforts pour pousser très haut leur entreprise. Mesdames et messieurs, dans cet autre numéro de votre émission Tunnel de l'emploi, nous allons aborder un thème, peut-être hermétique soit-il, mais on aura des femmes aguerries pour apporter des éléments de réponse. Nous allons aborder le thème la fidélisation, j'espère que j'ai bien prononcé le thème, la fidélisation des talents et l'engagement des employés. C'est un thème fort. Mais avant cela, recevons dans ce plateau une dame camerounaise. J'ai nommé Madame Carole Bongongi. Je n'ai pas écorché le nom. Si. C'est Bongongi, c'est ça? Oui. Ok. Vous êtes spécialiste en communication et RH. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et parfois consultante dans vos heures perdues. Oui. Alors, j'ai un diplôme de MBA en management des organisations, mais je me suis spécialisée en communication par la force des choses parce que j'ai sorti de l'Université catholique d'Afrique centrale avec un diplôme qui était double, donc de communicateur et de RH, c'est-à-dire de RH d'abord et de communicateur ensuite. Donc j'ai commencé à travailler dans une entreprise de la place aux ressources humaines. Et puis, le directeur communication a souhaité que je vienne travailler avec lui. J'y suis restée environ 11 ans avant de retourner au RH pendant 7-8 ans. Voilà. Et puis, j'ai fait mon MBA en management des organisations pour compléter ma formation. J'espère terminer par l'aspect financier, donc la finance. Et voilà. Mais sinon, communiquer, c'est la communication corporate, communication RH aussi, et donc communication des organisations de manière globale, et puis la gestion des ressources humaines. J'ai fait de la gestion des talents, du recrutement, gestion des performances, bref, voilà. On en parlera. On dit aussi trivialement que la bonne santé d'une entreprise dépend de la qualité de sa communication. Vous êtes presque tout en un, c'est ça? Oui. Non, là, je vais vous titiller un peu. Il y a le 8 mars, c'est passé il y a quelques jours. Là. Vous faites partie de ces femmes qui pensent qu'il y a égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est pour vous titiller. Il y a égalité en droit entre les hommes et les femmes. Hein? En droit. Ça, c'est indéniable. Donc, vous n'êtes pas de ceux-là qui pensent qu'il faut inviter quelques femmes pour décharger les camions de ciment? Il y en a qui peuvent certainement et peuvent le faire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans cette émission pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Elle a fouillé partout pour planter le décor de cette émission. Voici pour vous, mesdames et messieurs, la chronique de Carla Ebele. Carla Ebele, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez beaucoup de choses à nous dire sur le thème fidélisation des talents et fidélisation et gestion des talents, c'est ça? Fidélisation des talents. Oui. Et l'engagement des employés. Oui. On y va, let's go. Salut à tous les passionnés de carrière et d'entreprise. Saviez-vous que la clé du succès pour une entreprise réside dans la fidélisation de ses talents et l'engagement de ses employés? Eh bien, c'est vrai. Imaginez un environnement de travail où vous êtes reconnu pour vos compétences, vos idées sont prises en compte et où vous avez la possibilité de progresser professionnellement. Cela vous motiverait, n'est-ce pas? La fidélisation des talents, c'est exactement ça. C'est le fait de garder les meilleurs collaborateurs en leur offrant des opportunités d'évolution et un environnement stimulant. Et devinez quoi? Les entreprises qui réussissent à fidéliser leurs talents ont un avantage concurrentiel indéniable sur le marché. Maintenant, parlons d'engagement. Imaginez-vous travailler dans une entreprise où vous vous sentez écouté et soutenu et où votre opinion est prise en compte vraiment. Vous serez plus motivé, plus productif et plus investi dans votre travail, n'est-ce pas? Bien entendu. L'engagement des employés, c'est cela.
c'est créer un climat de confiance, de transparence et de communication ouverte, tout simplement pour que chacun se sente valorisé et impliqué dans les objectifs de l'entreprise. En conclusion, fidéliser les talents et engager les employés sont des leviers essentiels pour assurer la croissance et le succès d'une entreprise. Alors, si vous êtes un RH, un chercheur d'emploi ou alors un chef d'entreprise, tout simplement, n'oubliez pas, investir dans le développement professionnel et le bien-être de vos collaborateurs est la clé pour bâtir une équipe performante et innovante. À vos marques, prêts, fidélisés, c'est la marque employeur. Merci, très bientôt dans une nouvelle chronique. Je vais dire que c'est un travail de fourmi. Comment avez-vous fait ça? Oui, bien entendu, je me suis imprégnée tout simplement du contexte, tout simplement, étant donné que j'ai également eu à évoluer dans ce contexte particulièrement. C'est la raison pour laquelle ça me touche personnellement et j'en parle avec passion et également avec dénouement, tout simplement. Nous allons vous retrouver très bientôt dans une autre édition de l'émission Tunnel de l'emploi avec un autre thème, avec la même ferveur, même détermination. Mais avant cela, nous allons regarder ensemble ce reportage que nos équipes sont descendues sur le terrain pour enregistrer avec d'autres jeunes comme vous qui ont vécu peut-être des expériences différentes de la vôtre et qui, ensemble, vont nous apporter, n'est-ce pas, leur point de vue sur la thématique d'aujourd'hui. Ça sera avec un grand plaisir. Merci. Nous regardons ensemble le reportage. Oui, je suis Baba Sadio, je suis le CEO de MindUp Digital, une agence web qui est composée d'à peu près 12 collaborateurs. MindUp Digital est une agence web qui est spécialisée dans la conception des sites internet, des applications, dans la gestion des réseaux sociaux, dans la conception des logos, des visuels, bref, le branding. Et enfin, c'est la première agence panafricaine qui est spécialisée aussi dans la maîtrise des outils d'intelligence artificielle. Déjà, il faut comprendre que pour maintenir les talents que nous avons à disposition au sein de MindUp, il y a tout un système qui a été dessiné à la base. Et ce système-là, il est régi par 3 éléments. Le premier, en réalité, c'est l'ouverture d'esprit. Quand je parle de l'ouverture d'esprit, je parle du fait que ici à MindUp, on considère que nous sommes une famille en plus d'être une agence web. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quels que soient les problèmes que vous avez, que vous rencontrez dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, personnellement, moi en tant que promoteur, je suis d'abord totalement ouvert à la discussion. Je discute avec chaque collaborateur, chaque collaboratrice, non pas comme simplement des employés, mais aussi comme des frères et des sœurs. Je suis un petit peu comme leur aîné. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de la formation. Il faut savoir une chose, avoir un talent, c'est pas simplement le sauvegarder, mais c'est aussi le faire évoluer. On a un processus de formation que nous avons mis ici sur pied. C'est vrai que ces formations-là se font généralement après le travail, c'est-à-dire en soirée. Mais ces formations-là permettent à chacun de nos talents de pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Et la troisième et dernière chose, c'est la détente. Par détente, on entend le fait de chercher ou de créer chaque opportunité pour permettre à chaque collaborateur de se sentir mieux. À travers quoi? Par exemple, à travers des anniversaires, des sorties, des balades, des restaurants. On a beaucoup de petits événements que nous organisons au sein de la structure pour vraiment faire en sorte que chaque collaborateur se sente ici comme chez soi et ait l'impression en réalité que MindUp, c'est plus qu'une entreprise, c'est une famille. En fait, il y a 3 critères qui me permettent de mesurer leur taux d'engagement. Le premier, c'est la ponctualité. Le fait que tout le monde vienne à l'heure au travail sans qu'on ne soit obligé en fait de les forcer. Le deuxième, c'est la passion pour ce qu'ils font tous les jours. Quand je dis la passion pour ce qu'ils font tous les jours, je vais dire par là l'envie de tout le temps progresser, le fait de faire le travail sans se plaindre, le fait d'être à 200% dans ce qu'on leur donne comme travail ou comme tâche à faire. Et le troisième et dernier point au niveau de l'engagement, c'est aussi le fait de considérer les problèmes des uns et des autres comme leurs propres problèmes à eux-mêmes.
Ils sont capables de se concerter par eux-mêmes pour trouver des solutions pour leurs collaborateurs ou pour d'autres personnes. Donc, voilà un peu comment je peux mesurer leur taux d'engagement. En fait, c'est très simple. Pour gérer ce faible niveau d'engagement-là, généralement, ce que je fais, c'est que je passe par la discussion. C'est-à-dire quoi? Généralement, il faut comprendre une chose. Un collaborateur qui n'est plus engagé est forcément un collaborateur qui a été influencé par quelque chose. Et à partir du moment où on trouve ce quelque chose, il est plus facile de retourner en fait le problème et de trouver la solution. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que je discute avec ce collaborateur-là, j'essaie de comprendre quel est le problème, même si c'est un problème sur l'aspect privé, j'essaie de comprendre quel est le problème. Que ce soit moi ou que ce soit tous les responsables hiérarchiques, on est un peu comme une famille, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, on essaye de trouver des solutions à notre niveau qui peuvent permettre de pouvoir décanter en fait ce problème-là. La communication au sein de l'entreprise, comme je l'ai dit plus haut, n'est pas une communication ordinaire. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de protocole au sein de la structure pour rencontrer le directeur général. Vous n'avez pas besoin de protocole pour rencontrer un des responsables, pour rencontrer encore un autre collaborateur. La communication, elle est vraiment fluide dans la mesure où ma porte est ouverte tous les jours. Et c'est quelque chose que je dis et je redis tous les jours. Ma porte est ouverte. Quels que soient les problèmes dans lesquels vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quels que soient même les désagréments qui vous sont posés au sein de la structure, ma porte est ouverte pour qu'on cause et pour qu'on discute de tout et de rien. Et généralement, je prends aussi le temps de pouvoir échanger avec chaque collaborateur, soit chaque semaine, soit chaque mois, histoire de comprendre un peu comment ils se sentent au sein de la structure, pour les amener en fait à communiquer plus facilement avec moi. Et par là, je constate en réalité que c'est quelque chose qui marche. Lorsqu'il y a un conflit entre un supérieur hiérarchique et son collaborateur, ce qui se passe en fait généralement, c'est que je parle au supérieur hiérarchique et je m'arrange à ce que la solution puisse être trouvée par lui. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le leadership impose au supérieur hiérarchique d'être la solution à tout problème. Autrement dit, lorsqu'il y a un conflit entre lui et son collaborateur, ce qu'il fait en fait, généralement, c'est qu'il trouve une solution. Mais non, dans le cadre où les deux collaborateurs en question qui sont en conflit ont le même niveau, ce que je fais en fait, c'est quoi? C'est que j'écoute chacun d'entre eux, j'écoute les propositions de chacun et maintenant, je leur demande eux-mêmes de suggérer des solutions et enfin, je tranche. Maintenant, concernant la question de savoir comment je fais, quel est l'ingrédient principal que j'utilise pour garder mes 12 collaborateurs engagés, motivés au sein de l'agence web, moi je vous répondrai 3 choses. La première chose déjà, c'est le climat de confiance. Ici, à MindUp, ce n'est pas une entreprise comme les autres parce que ici, nous considérons que c'est d'abord une famille avant d'être une entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un environnement qui permet à chaque collaborateur de pouvoir s'exprimer, quelles que soient les difficultés dans lesquelles il rencontre, quels que soient les problèmes qu'il est en train de traverser. Il a la possibilité de pouvoir discuter et parler de tout et de rien. Ça, c'est la première chose. Et ça permet d'instaurer un climat de confiance au sein de la boîte. La deuxième chose, ou plutôt le deuxième ingrédient, comme je l'ai fait comprendre, en réalité, c'est l'évolution au niveau de la compétence. Ici, on a un programme de renforcement des compétences qui évolue au fur et à mesure du temps. Le collaborateur qui est ici aujourd'hui, dans 2 semaines, ne sera plus la même personne. Dans 2 mois, ne sera plus la même personne. Dans 1 an, ne sera plus la même personne. Il sera même amené, en réalité, à avoir un niveau très, très supérieur par rapport à la moyenne. Le troisième et dernier ingrédient que nous utilisons ici, c'est la détente, comme je l'ai dit. Ici, on travaille fort, mais on se distrait aussi beaucoup. Un peu comme ce qu'on est en train de vouloir organiser ce week-end où on va sortir tous ensemble, on va aller se balader, on va aller manger, on va discuter, on va aller danser et après on va revenir le lundi avec une énergie encore remplie de plein d'émotions fortes et qui pourra nous permettre de pouvoir dépasser les objectifs. D'accord. Si je donne un chiffre, disons que en pourcentage, si je dis n'importe quoi, imaginons par exemple que sur chacun des 10 collaborateurs que je peux avoir, disons en l'espace de 6 mois, le taux de turnover sur ces 10 collaborateurs-là, ou plutôt le nombre de personnes qui vont partir pour rester, je dirais à peu près 4. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission Tunnel de l'emploi, cette émission qui
pose sur la table les problématiques liées à l'emploi. Et aujourd'hui, la thématique qui nous réunit, c'est fidélisation des talents et l'engagement des employés. Et pour en parler, nous avons convié dans ce studio Madame Gatou Nicole. Madame Gatou Nicole, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Merci. Vous êtes DG, NAS et RH en même temps. NAS RH, oui. NAS RH, ok. Plus de 30 ans dans la gestion des ressources humaines. On me dit que la chose la plus compliquée au monde, c'est de gérer les hommes. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et c'est pas vrai non plus. Pour gérer les hommes, il faut aimer les hommes. Vous ne pouvez pas gérer quelque chose que vous n'aimez pas. Donc ceux qui ont accepté d'embrasser cette filière, si vous n'êtes pas empathique, si vous n'êtes pas les hommes, vous ne pouvez pas réussir. Parce qu'il faut souvent savoir se transposer. Il faut se mettre à la place des autres. Il faut être pasteur-parent. Ça veut dire que le pasteur écoute, ne trahit pas. Le parent frappe et ramène l'enfant. Donc, il faut être très... Plus de 30 ans, c'est beaucoup quand même. C'est 38 ans. Hein. 38 ans, mais là, on dit chapeau. Ouais. On dit tout de suite chapeau. Et quel est votre secret en un mot? C'est la passion. La passion. C'est la passion. Je respire ressources humaines, je parle de ressources humaines, je suis engagé ressources humaines. Parce que dès l'enfant, j'aime écouter, j'aime me mettre à la place des autres, j'aime aider. Donc, quand j'ai choisi ce métier, avant c'était la gestion du personnel. Mais dans les années 2000, c'est nous qui avons instauré les ressources humaines au Cameroun. Au Cameroun. Parce qu'avant, c'était les employés étaient traités comme du bétail. Ça veut dire que c'était les juristes, c'était les animateurs civiques qui venaient de l'ENAM. Ils savaient que 1 + 1 = 2. Sans savoir qu'il faut gérer les hommes selon leur tribu, selon le contexte, selon leur approche, c'est-à-dire dans leur éducation. Parce que les gens qui sont... Vous pouvez donner que ce que vous avez reçu. Si vous avez fait une mauvaise enfance, vous avez été maltraité. En entreprise, ça se ressent. Hein. Ça se ressent en entreprise. Nous allons en parler dans cette émission, tout au long de cette émission. On vous dit déjà chapeau, parce que 30 ans déjà, plus de 30 ans, 38 ans pour être plus exact, à un moment donné où la femme n'avait pas vraiment de la place dans la société, il faut dire quand même que vous avez fait du chemin. J'ai fait toutes mes classes. Ça, c'est bien. J'ai fait toutes mes classes. J'ai été recrutée comme cadre simple. Après, j'ai été chef section, après, j'ai chef service. J'ai fini directeur et j'ai travaillé dans l'administration aussi, à la fin de ma carrière, parce que j'ai travaillé pendant 33 ans dans une très grande société pétrolière. Après, je suis allé au ministère avec le directeur du cabinet, le ministre Laplace. Mais quand j'étais au cabinet, je n'étais pas à ma place, parce que je faisais autre chose que de gérer les hommes. J'ai donc arrêté quand j'avais 60 ans. J'ai 63 ans. Vous vous rappelez, 63 ans. Pour revenir à votre passion. Oui, pour revenir à ma passion. Donc, j'ai ouvert un cabinet qui marche très bien parce que j'accompagne les jeunes filles, je fais les reconversions. J'amène les gens à faire quelque chose par passion. Parce que les gens choisissaient les filières par mimétisme, par effet de mode, imposé par les parents. Mais à un moment, quand vous ne vous sentez pas, il faut faire une reconversion. Et dans mon cabinet, l'année dernière, sans publicité, j'ai reconverti 10 personnes. Et 9 ont eu le travail, un boulot, de très bon boulot. Oh là là, merci. Peut-être je vais aussi aller dans votre cabinet. Maintenant, le thème aujourd'hui, c'est la fidélisation des talents et l'engagement des employés. Je pose la question à pic. Qu'est-ce qu'un talent? Qu'est-ce qu'un talent? Je suis quand même entouré des femmes aujourd'hui avec beaucoup d'expérience. Un talent, c'est une personne qui se distingue des autres. Quand nous faisons souvent l'évaluation des performances, c'est à l'issue de cette évaluation qu'on détecte les talents. Et comment les traiter? Je crois que c'est la question. Comment traiter les talents? Oui, ça viendra. Voilà. Oui. Mais est-ce qu'il y a une différence entre talent et compétence? Alors déjà, un talent, c'est quelque chose de particulier qu'a une personne. Cette chose particulière qu'elle a, si elle la développe, si elle l'enrichit, peut faire d'elle effectivement une personne talentueuse qu'on appelle donc un talent entre guillemets. La compétence, c'est ce que vous savez faire. Vous pouvez l'avoir appris, ça peut être inné, c'est vrai. Il y a des gens qui naissent avec certaines compétences, savoir dessiner très bien, etc. Mais si vous faites vos classes
et que vous apprenez quelque chose, que vous le faites correctement, que c'est reconnu, c'est de la compétence. Donc, c'est pas la même chose. Et comment est-ce que vous arrivez à détecter le talent? Parce que le talent est quand même maquillé dans la compétence. Non, moi je dirais que, comme ma sœur a dit, Bongomi, c'est ça? Oui. Voilà ma fille, parce que je suis encore un peu avec votre maman. Voilà, les talents, voilà, je commence par la compétence. La compétence, c'est le savoir-faire, le savoir-faire faire, le savoir-être et le faire savoir. Donc c'est tout. Vous pouvez être talentueux, peut-être pas compétent. J'ai vu des gens qui sortaient de Harvard, qui ont travaillé dans notre entreprise, qui étaient talentueux, mais qui n'ont pas pu faire carrière. Donc, être talentueux, peut-être qu'on a mal géré ce talent, mais enfin, cette personne était très compétente, mais le savoir-être, c'était vraiment pas de sa sauce. Parce que cette personne disait toujours que, voilà, les autres sont bêtes, les autres ne comprennent pas. Sans savoir que nous sommes tous différents. Il faut comprendre que certaines personnes prennent du temps pour comprendre. Et quand on est un vrai leader ou un vrai manager, il faut amener ces personnes qui ne comprennent pas à améliorer leurs compétences. Si vous êtes fort, tirez les autres vers l'excellence. Donc, surtout les gens talentueux sont ont la grosse tête. Voilà. C'est pour ça que pour les retenir, c'est peut-être le sujet qu'on va débattre tout à l'heure, c'est très compliqué. Mais pour les détecter, c'est lors des évaluations de compétences et de performances. On les détecte facilement. Parce que dès que les objectifs surpassent leurs objectifs, vous fixez les objectifs, balayez ça en moins de 2 mois. Un objectif annuel. Oui. Là, ce sont des personnes talentueuses. Nous avons vu des personnes très talentueuses, mais qui n'ont pas pu faire carrière, hélas. Mais comment est-ce que vous les traitez? Lorsque vous arrivez à les détecter, vous les traitez comment? Parce que planter ainsi, ça veut dire que ce sont des personnes un peu particulières, qui ont quelque chose que les autres n'ont pas. Quand on les détecte, on les traite comment? On les détecte, on les traite différemment. Ce sont les personnes, McGregor l'a dit, il y a des individus X et Y. Donc, ce sont des individus X qui aiment déjà que vous ne soyez pas derrière eux. Quand vous leur fixez aujourd'hui, vous les connaissez après. Et ce sont les gens qui aiment être écoutés. Ils aiment qu'on les implique dans la prise de décision et un peu de considération. Et puis, particulièrement, il faut développer leurs compétences. C'est parce qu'ils sont talentueux qu'on ne va pas les former. Et puis, généralement, ce genre de personnes demandent des formations très, très high. Il faut les envoyer hors du pays. Moi, c'est comme ça que j'ai traité mes talents parce que cette personne va vous dire qu'ici au Cameroun, je ne vois pas qui peut me former. Donc, vous les traitez différemment. Donc, leur budget de formation est souvent très élevé. Parce que c'est des gens qui vont aller dans des très grandes écoles ou bien dans des très grands cabinets pour se former. Donc, on les traite différemment. Quand vous écoutez d'enfants, vous parlez avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour d'une maman. Est-ce qu'elle a le même regard, la jeune Alors, je pense que une personne talentueuse, en général, c'est ce qu'elle vaut, d'abord. En général, moi j'estime qu'elles ne sont pas forcément prétentieuses. C'est juste que, parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles savent ce qu'elles valent, elles en demandent. Et elles en demandent à elles-mêmes énormément, elles en demandent beaucoup également à l'entreprise. C'est là qu'intervient le leadership, parce que si vous avez un collaborateur qui est talentueux, donc cette personne a une certaine personnalité également, et que malheureusement vous ne savez pas gérer, soit vous le perdez, soit vous entrez dans les conflits. Et je pense que, comme Madame l'a dit, ce sont des personnes qu'on gère différemment, mais il n'y a pas que les talents qu'on gère différemment. On gère chaque individu différemment parce que les gens ne se ressemblent pas. Les gens, vous avez parlé tout à l'heure de ce que les gens viennent avec leur culture. L'entreprise, c'est un ensemble de personnes. Chacun vient, comme dit la pub de Benetton, venez comme vous êtes. Non, c'est plutôt McDo, je crois. Venez comme vous êtes. Effectivement, les gens viennent comme ils sont. C'est-à-dire que vous avez des personnes de cultures différentes, vous avez des personnes d'une éducation différente, d'âge différent, donc ils ne vont pas forcément percevoir les choses de la même façon. Aujourd'hui, on doit dealer avec les digital natives.
Les digital natives, ce sont ceux qui sont nés dans les années 2000, qui sont très high-tech, etc. Si vous avez, je vais dire, 58, 59 ans, que vous devez gérer un digital native, si vous ne vous mettez pas à la page, vous n'allez pas pouvoir. Donc, le leadership doit également, ou le leader doit également évoluer et se mettre à la page. Parce qu'on ne va pas s'adapter au leader. Tout le monde doit s'adapter. C'est une adaptation conjointe, si vous voulez. Il faut que ça matche. Maintenant, des talents gérés différemment, oui, c'est pour ça qu'il existe une filière, ou alors, je vais dire un process qui s'appelle la gestion des talents, le management des talents en ressources humaines. Ça veut dire qu'on détecte les personnes à fort potentiel, faible potentiel, moyen, etc., qu'on met sur une map, et puis en fonction des formations qu'elles ont, j'ai dit les personnes, donc en fonction des formations qu'elles ont, des compétences, de leur performance, on les hisse à des niveaux différents, donc très performant, moyennement performant, etc. Comment est-ce qu'on peut améliorer celui-ci pour qu'il arrive à tel niveau? Bref, c'est du management des talents. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on arrive qu'on manage ces personnes de manière différente parce que ce sont elles qui vont booster la performance de l'entreprise. Mais je reste quand même convaincue que tous les employés d'une entreprise doivent être gérés, j'ai envie de dire, de la même façon. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un, vous avez parlé tout à l'heure de problèmes, c'était dans le reportage, de problèmes personnels que certains peuvent avoir. Ça arrive parce que nous sommes des êtres humains. Et comme Madame l'a dit, nous gérons Maman Ngachou, disons comme ça. Nous gérons des êtres humains. Et ce n'est plus la gestion du personnel. Ce n'est plus... avant c'était gestion du personnel. Ensuite, gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Gestion du capital humain, parfois même direction du marketing RH, parce que c'est autre chose. On évolue à chaque fois. Ça veut dire que vous devez prendre en compte le sentiment de la personne que vous avez en face. C'est-à-dire considérer le fait que ce soit un être humain. Vous avez quelqu'un qui peut être peu performant à un poste, peut-être parce que cela ne lui convient pas, ou alors qu'émotionnellement, ça lui rappelle des choses et tout. Quand vous arrivez à échanger avec, sans forcément passer par l'évaluation de ses compétences ou quoi, parce que c'est un être humain, vous le côtoyez tous les jours, vous vous dites, OK, lui, il me donne plus l'impression de pouvoir tenir à tel poste, etc., je vais l'y mettre. Je prends juste un exemple très simple, c'est que j'ai eu une collaboratrice d'un certain âge. Très souvent, j'ai été responsable avec des personnes largement au-dessus de mon âge. Hein. Et donc, j'en ai une que je rencontre pour la première fois, mais que je connaissais déjà parce que j'étais dans l'entreprise depuis un certain temps et elle depuis beaucoup plus longtemps encore. Et donc, moi, je rencontre chacun de mes collaborateurs, je vais dans les bureaux pour les connaître et pour que s'instaure donc un climat de confiance aussi. Et en discutant, je comprends qu'elle n'a plus du tout envie de travailler dans cette unité-là. Elle estime qu'elle a saturé et qu'elle voudrait faire autre chose. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne vois pas qui va vous remplacer à votre poste là à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez bien rester avec moi une année, mais le deal, c'est que on va enrichir vos tâches. Quand je vois votre profil, je vois votre CV, j'échange avec vous, je crois que vous seriez bien aussi pour telle autre chose. Est-ce que cela vous convient? Elle m'a dit oui, essayons. On a essayé. Elle est restée là jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 6 ans. Combien d'années d'expérience déjà? 18. 18 ans. 18 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je pense que avec Maman Ngachou, vous êtes d'accord que la gestion des talents, il faut gérer les talents de manière particulière. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y aura pas un problème d'ego et que ça ne peut pas poser en entreprise un problème d'ego, de dire oh, je suis le plus fort, je suis plus talentueux, la patronne me considère parce qu'elle a peur de me perdre. Est-ce que ça ne peut pas poser ce problème? Ils ne savent pas qu'on les gère
on les gère de manière différente. On ne va pas venir vous dire « Ah là là, qu'est-ce que tu es talentueux, je vais te gérer de manière différente. » Non. C'est une map, c'est-à-dire une cartographie qui va être mise en place et ce sont les dirigeants de l'entreprise qui la tiennent. Elle part de la direction des ressources humaines, mais elle est diligentée par l'ensemble des dirigeants de l'entreprise. Maintenant, ça peut se faire à des échelles différentes, c'est-à-dire on va se dire, OK, pour les agents de maîtrise, parce que, ou les employés ouvriers, les agents de maîtrise, etc., ce sera tel type de personne qui va suivre leur profil, etc., etc. Et puis pour les cadres d'un certain niveau, d'un niveau élevé, ce sera plutôt, par exemple, les membres du CODIR, plus la direction des ressources humaines. Donc, ils ne le savent pas. Par contre, ce que vous dites n'est pas faux dans le sens où il peut y avoir des personnes qui, justement, parce qu'elles se disent qu'elles sont meilleures, je dis bien elles se disent, parce que ça peut ne pas être vrai. C'est une perception d'abord personnelle. Et je pense que c'est aussi une question de caractère et de personnalité. Mais ce genre de personnes, encore une fois, c'est au leader de savoir gérer ça. Maman parlait tout à l'heure que quand elle détecte les talents, pour préciser votre pensée, elle fait faire des grandes formations, parfois hors du pays. Et maintenant, quand ils reviennent, comment les fidéliser dans un environnement aussi concurrentiel? Comment fidéliser ces talents-là? Parce que lorsqu'ils y vont, ils partent se former et avoir beaucoup plus de connaissances, devenir encore plus forts. Comment est-ce qu'ils reviennent? Vous réussissez à les garder? Voilà, je voulais revenir sur ce que mon voisin Bongombi a dit. Et les talents qu'on les gère, ils ne savent pas qu'on les gère. Parce que j'ai été chef de service formation et JPEC, gestion prisonnière des emplois et des compétences pendant longtemps. Après les évaluations de performance, je faisais une liste confidentielle au DG, que voilà les talents que j'ai détectés. Alors, quand je l'ai géré, c'était entre le DG et moi, et le directeur de ressources humaines, bien entendu. Mais, quand ils reviennent, quand ils partent à une formation, je fais faire, d'abord, avant qu'ils partent, une clause de dédié formation. C'est-à-dire quoi? Je leur dis de signer un contrat, que vous êtes partis, je vous ai donné 10 millions, 15 millions sur vous, vous allez rester 3, 4 ans avant de partir. Sinon, vos droits seront retenus. C'est comme ça parce que les talents partent toujours. Ce sont les papillons dont je faisais signer un contrat de dédié formation, qui est une clause particulière. Ce n'est pas dans les contrats. Mais avant de partir, vous faites signer cette clause. C'est comme ça que je faisais pour retenir les talents. Mais ça, c'est pas une forme de prison et tout? Ah oui. Alors, c'était accepté ou pas. Je vous dis, voilà ce que ça va vous coûter votre formation. Si vous partez, ce n'est pas pour démissionner dans les 2 ans. Hein. Il faut faire au moins 3 ou 4 ans. Voilà, pour amortir. Parce et quand ils revenaient, ils restaient quand même ces 4 ans, ils acceptaient. Oui, puisqu'ils ont signé. Si tu as signé et si tu pars, il y a vos droits. C'est peut-être un départ volontaire, c'est peut-être un départ négocié, c'est n'importe quoi, retraite anticipée, ou bien mise en disponibilité, ça dépend des entreprises. Vous avez certainement droit à quelque chose, à une indemnité, je retiens. Tout simplement, si vous n'avez pas respecté les clauses. Et comment fidélisez-vous les talents dans cet environnement aussi difficile, concurrentiel, où les entreprises, justement, avec la digitalisation, le net, la compétition est devenue de plus en plus très rude? Je pense que la première chose que les organisations, de manière générale, font, ou devraient faire, pour celles qui ne le font pas, c'est établir la confiance. Il faut travailler sur sa marque employeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. C'est appliquer les techniques du marketing, on va dire, à la gestion des ressources humaines. Ça veut dire que vous devez, vous en tant qu'organisation, vous projeter dans l'avenir comment est-ce que vous voulez être perçu par les personnes, les potentielles personnes qui viendraient travailler chez vous et celles qui y travaillent déjà. Donc, première étape,
vous définissez votre positionnement, c'est-à-dire comment vous voulez être perçu, mais cela part d'abord de votre vision. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de projet. Vous projetez votre vision, comment est-ce que vous voulez être perçu, et ensuite, quelles sont les étapes ou alors que vous allez mettre en place pour parvenir à être perçu tel que vous le voulez. C'est bâtir la marque employeur. Pour moi, c'est la clé. Vous ne retenez pas les talents parce que, par exemple, vous leur avez fait signer la clause de OK, d'accord, au bout des 4 ans, ben déjà, premièrement, soit ils vont vous donner ce qu'ils veulent vous donner. Ils ne vous donneront pas ce qu'ils peuvent. Ils ne vont pas vous donner, ils ne vont pas vous mettre leur plein potentiel à votre service. Par contre, si vous leur donnez des raisons de croire en vous, de croire en eux aussi, là, ils vont travailler à leur plein potentiel. Sinon, au bout des 4 ans, après le contrat de formation, ils s'en vont. Et c'est vous qui êtes perdant parce que vous devez reformer des gens. Donc, en réalité, il faut travailler sur la rétention des talents. Et ça passe par une marque employeur forte. Voilà. Maintenant, nous allons marquer une pause pour entrer dans le Vox Pop. C'est vrai que nous avons dans ce studio des femmes pétries de talent, esprits bien formés, je vais dire comme Montaigne, et des cerveaux bien faits. Alors, allons dans la rue pour écouter ce que les personnes lambda pensent justement de la fidélisation des talents et surtout l'engagement des employés. Et on revient juste après. Je me sens plutôt bien. L'atmosphère est conviviale. Il y a la aisance à travailler. On est un peu sous pression, mais c'est pour nous motiver. On nous motive aussi. Donc, je me sens parfaitement bien. Je me sens plutôt bien. L'environnement est convivial. Le milieu de travail, les collègues, tout se passe bien en fait. Donc, on a un espace vraiment propice pour mieux effectuer nos tâches et également nous apprenons aussi bien chaque jour. Je me sens super bien chez mon employeur, vu son expertise, vu les connaissances que j'acquiers chaque jour, je me sens super bien. Je pense qu'il reste le temps qu'il faut, le temps d'acquérir des connaissances et oui, d'acquérir des connaissances et le temps de trouver aussi quelque chose de mieux. Sinon, je peux rester parce que je me sens vraiment à l'aise et c'est bien. Sur cette question, moi, généralement, je n'aime pas trop parler du temps à rester, mais bon, moi, je dirais que le temps qu'il faudra, enfin, le temps vraiment pour moi qu'il faudra, question d'atteindre mes objectifs parce que je suis venu là avec certains objectifs. Je compte bien rester chez mon employeur pour longtemps. Autant de temps que je pourrais porter ma petite pierre à l'édifice. Sur une échelle de 0 à 10, ma satisfaction se situe au niveau de 6. Pour les raisons suivantes, il y a quelques petits pépins qui ne sont pas encore effectivement mis en place. Je situe ma satisfaction de 7 sur 10 en fait. Pourquoi? Parce que je viens d'arriver dans l'entreprise, donc je ne me suis pas encore habituée en tant que telle. Je ne peux pas déterminer, je ne peux pas dire 10 sur 10 puisque je ne sais pas encore comment les prochains mois seront. Donc, pour le moment, le temps que j'ai eu à faire là-bas, je peux dire 7 sur 10. Je dirais 5. Oui, 5 parce que c'est vrai que toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de travailler, mais il y a encore quelques petites choses qu'il faut mettre en place pour que nous puissions vraiment être dans le vif du sujet, dans la chose. Sur une échelle de 0 à 10, je situe ma satisfaction à 8. Les heures de service sont respectées, les tâches sont énumérées, sont précises et la collaboration avec l'employeur, l'environnement. Dans 5 ans, je me vois créer ma propre entreprise et être le CEO de ma grande entreprise. Donc, c'est là mon positionnement dans 5 ans où je me vois actuellement. Dans 5 ans, je me vois créer ma propre boîte marketing digital. Dans 5 ans. Je suis une personne qui aime la transmission, donc d'ici 5 ans, je compte plutôt ouvrir ma propre boîte et transmettre mes connaissances aux jeunes aussi, question de leur permettre d'être comme moi.
Dans 5 ans, je me vois chef d'entreprise et meilleure collaboratrice de mon employeur actuel. De retour dans ce studio, je suis toujours en compagnie de ces belles dames, pétries de connaissances et de savoir-faire. D'ailleurs, de nombreuses années d'expérience que chacune d'elles traîne dans le dos témoignent à souhait et à suffisance que ce sont des femmes qui savent où elles vont et savent ce qu'elles savent faire. Pour clore cette première partie, quels sont les enjeux de la fidélisation des talents dans une entreprise moment? Oui, avant de parler des enjeux, je voulais encore revenir sur la gestion des talents. Sentez-vous libre. Oui, voilà, la gestion des talents de la génération X, Y, Z et bientôt Alpha, c'est très différent. Nous, on gère les talents différemment maintenant. Je suis recruteur. Il y a des moments où je lance l'appel d'offres de travail. Beaucoup de gens ne viennent pas. Et ceux qui viennent sont nuls. Mais les talents que j'ai pu détecter, ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler pour une entreprise. Donc maintenant, c'est les employeurs qui vont vers les chercheurs d'emploi. Ce n'est plus le contraire. À l'époque, c'était les chercheurs d'emploi qui partaient vers les employeurs. Donc, ils ne veulent plus rester. Parce que eux, les talents d'aujourd'hui ne veulent pas accepter ce que les autres... C'est-à-dire la génération X, nous, accepter n'importe quoi. Vous leur parlez mal. Pas parce que vous les payez bien. Ce n'est pas le salaire qui compte. C'est la considération, l'implication, l'empathie, la bienveillance, la communication ouverte, les amener à intégrer le top. Ils ont dit qu'ils veulent un bon plan de carrière. Encore que même si vous leur mettez un bon plan de carrière, ce sont des gens qui ne veulent pas rester. Vous avez vu la moyenne. Tout le monde veut être employeur. Les gens ne veulent plus travailler pour les autres. J'ai des carences. Je suis en train de chercher à recruter depuis 1 mois. Je ne trouve pas de talent. Et il y a beaucoup de chômeurs au Cameroun. Mais il faut croiser. Justement, j'en cherche. Je vais vous en parler au micro. J'ai des problèmes pour trouver les talents. Quand vous faites une évaluation, tout est nul. Et les talents ne veulent plus travailler pour les entreprises. Oui, ça va arriver comme en Europe. Parce qu'en Europe, maintenant, c'est les employés qui vont vers les chercheurs d'emploi. Les chercheurs d'emploi, non, ils se sentent plus concernés pour être salariés. Vous comprenez? Je vais compléter ce que vous dites, dans le sens où aujourd'hui, on peut dire que de plus en plus, les chercheurs d'emploi même choisissent l'entreprise dans laquelle ils vont aller. C'est pour ça qu'on parle de marque employeur. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise réputée pour maltraiter ses employés, les gens ne viendront pas. Alors ceux qui vont venir, ce ne seront pas les personnes les plus talentueuses. Ou alors si elles viennent même, ces personnes talentueuses, parce qu'il faut nourrir la famille, etc., comme j'ai dit tout à l'heure, elles ne vont vous donner que ce qu'elles veulent. Donc elles ne vous donneront pas plus que ce qu'elles estiment que vous méritez. Parce qu'aujourd'hui, c'est au mérite que les gens viennent vers vous. Donc vous pouvez passer des entretiens, on passe des entretiens de recrutement, etc. Bon, par ailleurs, je fais de la consultation aussi pour en recrutement, c'est-à-dire que j'aide des personnes qui voudraient trouver des profils à les trouver. Et lorsqu'on se retrouve en séance de travail, souvent, il y a des personnes, lorsqu'on les a appelés, on leur a pas dit de quelle entreprise il s'agissait, dès qu'elles savent tout de suite, elles disent non. Ça ne les intéresse pas. Vous voulez dire que les jeunes qui partent au Canada ont tort, hein? Non, pas du tout. Oui, je ne dirais pas qu'ils ont tort. Voilà, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie tout simplement. Et ceux qui restent ici, simplement, ils ont besoin d'autre chose. Ce n'est plus la même façon de penser. Et puis le Covid n'a pas aidé. Hein. Enfin, si, pour moi, le Covid a aidé. C'est parce que le mindset a changé. Les gens considèrent aujourd'hui que leur vie est importante. Et que ce n'est pas seulement l'argent qu'ils reçoivent tous les jours qui va les aider à vivre correctement. Il y a des personnes qui se sentent très bien en vivant avec très peu. Et vous avez des personnes extrêmement malheureuses avec plein d'argent, donc, et étant dans de grandes entreprises. Donc en réalité, le rapport n'est plus le même. Le rapport au travail et à l'entreprise n'est plus le même. Ça a changé. Oui, nous parlions justement de la première
du premier bras de ce thème, de cette thématique, la fidélisation des talents. Et je vais l'avouer ici que je suis surpris parce que le Cameroun, avec l'indice là, il y a trop de chômeurs dans ce pays quand même. Et lorsque des techniciennes comme vous, sur ce plateau, et c'est même ça le rôle de cette émission, de pouvoir ouvrir, permettre aux gens de postuler et de savoir où postuler. Parce que là, nombreux sont des jeunes Camerounais pétris de diplômes et qui chôment aujourd'hui et qui se plaisent sur des motos. Quand maman me dit qu'elle n'arrive pas à trouver des profils, j'ai envie d'écraser une larme. Maintenant, parlons d'engagement. Parlons d'engagement. Comment faire pour que l'employé donne le meilleur de lui-même? Parce qu'ici aussi, l'engagement de l'employé. Oui. Tout à l'heure, vous, chef d'entreprise, vous formez, vous les amenez à atteindre le haut niveau. Maintenant, c'est à l'employé d'apporter dans l'entreprise. Comment faire? Oui. C'est même quoi l'engagement de l'employé? Comment détecter ça? Non, pour qu'un employé s'engage, il faut qu'il se sente à l'aise. Et puis, comme disait ma fille Ngongogi, il faut la marque employeur. Qu'est-ce qui va distinguer cette entreprise de l'autre? Pourquoi je dois choisir telle entreprise? Ça passe par le processus de onboarding. Nous, on a décliné ça en son temps. Mais avec le marketing des RH maintenant, il faut bien travailler pour que les gens se sentent à l'aise quand ils arrivent dans une entreprise. Vous voyez? Quand vous arrivez... Maman, je vous coupe un peu, je vais mettre de l'eau sur votre exposé. C'est exactement, en quelques mots, c'est quoi la marque employeur pour le bonheur de nos la marque employeur, téléspectateurs? C'est comment une entreprise fait pour se distinguer de l'autre. Vous avez des entreprises concurrentes. Oui. Je peux me faire distinguer parce que peut-être il y a la convention collective qui... Non, il y a d'abord le code du travail. Après le code du travail, il y a la convention collective. Mais je peux améliorer les conditions par le statut du personnel ou, comment on appelle ça, le statut du personnel. Alors, pour que je fasse, pour une marque employeur, il faut donner les conditions meilleures. Par exemple, le congé de paternité, vous passez, le code du travail dit 3 jours, nous passons à 18 jours. Congé de maternité, au lieu de 3 mois, on dit 5 mois. Donc, la marque emploi, c'est quelque chose qui te fait te distinguer de l'autre. Peut-être les conditions de travail, la sécurité, le bien-être au travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la considération, la vision, avoir une carrière claire, voir que si j'arrive ici, si je travaille bien, je vais arriver à tel... Donc, le plan de carrière, que ce soit connu. Connu par tous. Oui, connu par tous. Et puis, il faut, donc, il y a certains avantages qu'il faut, pas seulement pécunier, il faut souvent... Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, amener vos employés à aller danser, chanter, aller danser, s'amuser. Le petit building, les activités socio-culturelles. Et puis, faire, ça veut dire que quand une personne a un problème, essayez d'écouter la personne. Elle a donné un exemple tout à l'heure. J'avais ouvert une école sous-régionale de la sécurité incendie dans l'entreprise où je travaillais. Le DG m'a dit, c'était mon projet. Il dit, Madame Gatou, menez ce projet. J'ai dit au DG, laissez-moi libre champ de choisir mes collaborateurs. Quand il a vu la liste de mes collaborateurs, il a vu un nom, il dit, non, je ne veux pas cette dame. Je dis, pourquoi DG? Il dit que cette dame qui papillonne partout, elle était d'abord à tel endroit, on l'a chassée, tel autre, tel autre. J'ai dit, c'est elle que je veux. Parce qu'un vrai leader doit détecter les talents, chacun a un talent. C'est une dame qui aimait sortir. Je lui ai donné les relations publiques. Elle m'a fait du chiffre. Elle a eu une prime, près d'1 million de primes, après ce projet. Parce qu'elle a fait du bon travail. C'est là où j'ai dit, oui, il faut savoir détecter les talents. Si vous avez des collaborateurs, vous les traitez de la même façon, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui écoutent vite, les autres pas. Et puis vous pouvez redéployer comme vous voulez. Il y a des gens qui aiment écrire, les gens qui aiment rester dans leur coin, vous les laissez peut-être pour les rédactions administratives. Une personne qui aime les calculs, peut-être la paye. Une autre personne qui aime sortir relations publiques. Une personne qui aime la gestion des conflits, qui a le bon cœur, qui a le bon sens, qui est empathique. Donc, il faut savoir détecter les talents de vos collaborateurs. Et puis, c'est ça aussi la marque employeur. Laisser libre champ à chaque manager de manager son équipe. Il ne faut pas que le DG vous impose une équipe. Vous laissez gérer vos équipes comme vous voulez. Et quels sont les facteurs qui favorisent l'engagement de l'employé? L'écoute. L'écoute, oui. L'écoute active, la communication ouverte et la flexibilité. Oui. Il faut savoir que quand une personne, pendant la période du Ramadan ou du jeûne, vous pouvez demander aux
de choisir s'ils peuvent venir travailler 6 heures ou 8 heures, mais qui complètent les samedis. Ça, il y a la flexibilité. Et quand les gens rentrent d'une longue maladie, donnez le temps, écoutez ces gens, donnez leur temps de s'intégrer. Donc, au lieu de faire 8 heures, vous pouvez leur dire, bon, ok, vous pouvez travailler jusqu'à midi, rentrer chez vous, vous avez l'air fatigué. Donc, vous souciez de son bien-être, de sa santé. Donc, il ne faut pas traiter les êtres humains comme des animaux. Quand vous rentrez d'un événement malheureux, qu'on vous écoute, qu'on ouvre un livre de condoléances, que les gens disent ce qu'ils ressentent. Oh, mes condoléances, ça fait chaud au cœur. Il y a les employeurs, vous avez perdu. C'est à peine si on vous agresse une lettre de condoléances. Et quand vous rentrez, on vous donne le travail. Vous trouvez peut-être une demande d'explication. Est-ce que c'est normal qu'on donne une demande d'explication quand une personne n'est pas là? Donc, il faut savoir. Et puis, les gens qui ne savent même pas respecter la procédure disciplinaire, il faut savoir respecter, donner le temps, donner la chance à une personne de s'expliquer quand il y a un problème. Vous n'allez pas sanctionner sans écouter. Vous savez qu'après une demande d'explication, vous pouvez m'être félicité. Si vous avez bien répondu, vous avez raison. Donc, pour dire que la marque employeur passe par là, ça veut dire que et puis être même manager de proximité, souvent descendre au niveau des employés, et aller les écouter, aller voir ce qu'ils font, comment ils endurent. Parce qu'il y a certains employés qui ne connaissent même pas leur DG. Vous vous rendez compte? Ah oui, parce qu'ils restent dans leur tour doré. Que Dieu vous donne longue vie pour inculquer à nos employés, à nos employeurs cette vision. C'est ce que je fais, je communique beaucoup sur ça. Vraiment? Maintenant, parce que j'ai le temps. Bien sûr. Pour dire comment manager une équipe, comment fidéliser, comment faire que les employés s'engagent. C'est les petites choses qui poussent quelqu'un à donner le meilleur. Venir le matin, vous demander comment va votre enfant, votre épouse, sa grossesse porte bien. Non, appelez chacun par son nom. On n'a pas dit, monsieur, vous êtes où là? Vous connaissez, vous faites quoi dans cette entreprise? Monsieur, je suis le directeur, le chef de service formation. Ah bon? Un DG qui peut demander à son collaborateur. Est-ce que c'est normal? La considération. Je pense qu'on devrait donner déjà votre contact pour que ceux-là, les employeurs, puissent s'inscrire à vos cours de formation. Il faut oui, je forme. Je vais être en formation. Alors pour moi, avoir des employés engagés passe par d'abord la responsabilisation. Les gens aiment qu'on leur fasse confiance. Oui. Je le dis parce que je l'ai expérimenté avec mes collaborateurs. Déjà, je suis de ceux-là. Hein. Moi, je suis de ceux derrière qui il ne faut pas être. Tu me fixes un objectif, tu peux être sûr que je vais l'atteindre parce que c'est mon éducation, c'est ma personnalité, mais il ne faut pas être derrière mon dos. Et donc, responsabilisation, première chose. Deuxième chose, il faut de la considération aussi. Parce que Madame Gachou l'a dit, la considération dans le sens où il faut savoir, bon, je vais même différencier. Je rajouterai la reconnaissance. Les employés aiment l'équité. Et pour être équitable, il faut traiter les gens, pas de manière égale, mais de la manière que chacun mérite. Et ça va en lien direct avec la reconnaissance. Donc, lorsque le travail est bien fait, il faut savoir le dire. Lorsqu'il n'est pas bien fait, il faut le dire, mais il faut savoir comment le dire. Donc, en réalité, l'engagement, pour moi, tient à la responsabilisation des personnes, la considération et la reconnaissance. Ça veut dire que à la fin de la journée, vous vous retrouvez avec des personnes qui savent si elles ont performé ou pas, ce qu'elles doivent améliorer, même personnellement, d'un point de vue personnel, hein, parce que personne n'est parfait, professionnellement et personnellement. On apprend énormément. Et encore une fois, c'est le leadership qui prend le dessus là-dessus. Enfin, le dessus là-dessus. C'est le leadership vraiment qui doit être engagé et accompagnant ou accompagnateur. Le leader doit être formé à cela. Malheureusement, aujourd'hui, on se limite beaucoup à
la nomination de personnes qui parfois n'ont même pas l'expérience du management des gens. On dit que la fonction RH est une fonction partagée, dans le sens où, comme Mme Gatchou l'a dit tout à l'heure, vous êtes leader et responsable de votre équipe, c'est vous qui la managez, du début à la fin. Même si les RH ont un regard dessus, mais c'est vous qui la managez. Ça veut dire que vous devez être formé à manager les gens. Vous pouvez être un bon technicien, mais nul en management des personnes. Et si vous avez quelqu'un qui est bon technicien, mauvais manager, vous perdez toute l'équipe. Vous perdez l'engagement des personnes qui y travaillent. Vous perdez le sens de la coopération. Vous perdez la cohésion dans une équipe. À partir du moment où c'est le cas dans une équipe, ça gangrène souvent toutes les autres. Et on arrive à des problèmes ou des conflits sociaux qu'on aurait pu éviter si des techniques simples, des règles simples avaient été mises en place ou suivies. Voilà, donc tout cela fait partie de l'engagement du personnel. Et l'engagement du personnel se travaille lorsqu'on bâtit une marque employeur forte. Une dernière question, nous sommes à quelques tierces de cette émission, je n'ai pas vu le temps passer, croyez-moi. Nous sommes, je vais donc dire, la fidélisation des talents et l'engagement des employés sont-elles des clés essentielles de l'essor d'une entreprise? Oui, je dirais que ce sont les clés essentielles. Parce que si vous ne gérez pas bien vos talents, si vos employés ne sont pas engagés, vous allez perdre beaucoup de talents. Et quand vous perdez des talents, il faut recruter. Et le recrutement, c'est un coût. Quand vous recrutez, il faut que ces nouvelles personnes se forment. La formation, c'est un coût. Comment, ça dit, vous ne pouvez pas imaginer les coûts cachés d'un taux de turnover élevé. Quand ce monsieur qui est à la télé, en tout cas dans le reportage, quand c'est 4, c'est beaucoup. Il dit qu'il avait 10 employés, 4 partent. Non, c'est 2% acceptable. Quand c'est 2, le taux de turnover ne doit même pas dépasser 2%. C'est pas normal. Si les gens partent, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de management. Les gens ne quittent pas l'entreprise, les gens quittent le management. Ah oui, il faut des managers bienveillants, des managers empathiques, des managers qui communiquent, qui savent écouter les autres et qui considèrent la considération. Surtout maintenant, avec les jeunes de maintenant, ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent, c'est la considération. Ça veut dire que, et puis, comme disait ma fille Ngorongi, il faut reconnaître ce que les enfants font. Être manager une minute. Quand on fait bien, il faut féliciter. Quand on fait mal, il faut savoir comment reprendre cette personne. Vous pouvez améliorer, ne dites pas que vous êtes faible. Voici les points à améliorer. Donc, il y a les termes qui fusquent. Vous ne valez rien, vous êtes zéro. Est-ce que c'est normal qu'un manager dise ça à son collaborateur? Ce sont des pères d'enfants, ce sont des pères de famille, ce sont des personnes d'un certain âge. Que vous créez de zéro, ce n'est pas normal. Il faut savoir parler à ses collaborateurs. Bien que le management, il y a les gens ça veut dire malveillants parce qu'ils ont reçu une mauvaise éducation. On ne change pas. C'est dans leur ADN. Vous comprenez? Si vous savez déjà que votre manager est malveillant, il faut partir. Ce que j'ai dit. Si vous ne pouvez pas changer. Parce qu'on ne quitte pas l'entreprise, on quitte le management. Oui. Allez chercher ailleurs si vous êtes un talent. Oui, je suis pour les gens qui partent parce qu'ils sont maltraités. Parce que le bien-être au travail, la santé physique, émotionnelle compte beaucoup. Il n'y a aucun argent qui peut remplacer cette santé physique et émotionnelle. Pourquoi on doit maltraiter les gens qui travaillent avec vous? On doit se sentir à l'aise quand on arrive en entreprise. Être content quand on part en entreprise. Pas avoir la boule au ventre quand on part. Qu'est-ce qu'on va encore me dire aujourd'hui? Est-ce que c'est normal? C'est pour ça que maintenant, on a digitalisé dans les fonctions RH. Maintenant, je dis le cœur de métier de la direction des ressources humaines, c'est le bien-être au travail. Savoir chercher les formules, chacun a sa formule. Comment faire pour fidéliser? Passer formule. Ce n'est pas seulement l'argent. Les gens ne restent plus parce qu'il y a ceci ou cela. Mais si vous les considérez, je peux donner un exemple. J'ai ma fille qui faisait ressources humaines. Je lui ai trouvé un emploi quelque part. Elle dit non. Que là où elle travaille, elle touche peu, mais elle est à l'aise.
J'ai dit, tu peux pas être sur recruteur, tu restes avec un salaire minimum. Elle dit que non, elle se plaît dans ce salaire parce que là-bas, son patron, quand il est malade, on lui demande, déjà, on l'appelle, on envoie les fruits à la maison, on envoie les collatérateurs la voir. Quand elle a perdu la grand-mère, on a envoyé, ça veut dire 2 ou 3 personnes l'accompagner. Cette considération de l'être humain, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Et qui peut-être est en train de foutre le camp. Je reste avec vous, madame. Est-ce que vous avez écrit un livre? J'ai écrit un livre sur la paix, je l'ai là. Oui, on peut présenter votre livre à l'écran parce que c'est beaucoup oui, d'années d'expérience et où on peut rapidement trouver ces livres. Et ce livre, vous pouvez le trouver. Il y a 2 librairies à Yaoundé, une librairie à Yaoundé, une librairie à Douala et dans mon cabinet, et c'est en ligne. C'est sur Amazon. Amazon. Pouvez, voilà. Oui, le livre Paye et fiscalité RH. Cours pratiques, exercices d'application. C'est ça. C'est écrit justement par Madame Ngachou. Oui. Ngachou, 38 ans d'expérience en RH. Vous devez vous procurer ce livre et vous abonner. Vous avez une page Facebook? Oui, j'ai une page LinkedIn, j'ai une page Facebook, j'ai une page personnelle et je communique tous les jours. Je donne des conseils, j'accompagne les travailleurs, les chercheurs d'emploi, les chômeurs. Je suis là pour eux parce que j'ai le temps maintenant. Je n'ai plus de petits-enfants, j'ai des grands-enfants qui sont déjà indépendants. Donc, je passe mon temps à lire et à partager. Merci beaucoup, madame. Nos techniciens mettront vos contacts pour que vous puissiez, pour que des millions de téléspectateurs qui nous regardent puissent s'abonner et s'abreuver, n'est-ce pas, de vos... j'allais dire millions d'années d'expérience, mais décennies d'années d'expérience. Maintenant, nous nous tournons vers la plus jeune. Bon, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Non, elle est bien formée. Oui, elle est très bien formée. Elle a de l'expertise. Oui, 18 ans, ce n'est pas 18 mois. Hein. Oui, là, nous sommes à la fin. Quels sont les enjeux? J'allais dire fidélisation et engagement sont dans des moteurs essentiels, n'est-ce pas, de l'essor d'une entreprise. Oui, ce sont les moteurs essentiels de l'essor d'une entreprise parce que les robots ne vont jamais remplacer l'être humain. Même si Elon Musk est en train de... Bon, ça c'est... On en repart dans 80 ans. On sera encore là pour le voir. Bon. Je ne pense pas. Peut-être, pour moi, c'est une période qui va passer. Il y a toujours l'attrait du nouveau. Mais rien ne remplacera jamais l'être humain. Et ce sont les êtres humains qui font les entreprises. Ne serait-ce que pour fabriquer le robot, il faut l'être humain. Donc ça veut dire que dans l'entreprise qui va fabriquer les robots, parce qu'il y aura des êtres humains, il faudra les gérer. Et pour rester sur la fidélisation, tout commence par le premier point de contact de l'entreprise. Enfin, on va dire des ressources humaines. Imaginez, vous êtes en train de vous chercher un emploi, ou pas, ou alors vous êtes déjà employé quelque part, et puis vous voyez une annonce d'une entreprise qui cherche quelqu'un qui a votre profil, et la façon dont vous arrive l'information, c'est le premier point de contact avec cette entreprise. Maintenant, nous, l'entreprise qui avons posté l'offre, ce que nous devons faire, c'est nous arranger pour que que l'information vous arrive de la meilleure manière qui soit, de la façon qui va faire que tout de suite vous nous perceviez tel que nous voulons. Soit nous voulons être perçus comme une entreprise absolument nulle, soit nous voulons être perçus comme une entreprise, une très grande entreprise, une entreprise respectable, une entreprise de référence, une entreprise qui traite bien les personnes. Ça commence par là. Et ensuite, ça se poursuit au niveau de l'entretien d'embauche. Comment est-ce que vous installez les tables? Est-ce que c'est un interrogatoire que vous faites passer au candidat ou alors est-ce que c'est un échange? Tout cela fait partie de la perception qu'on va avoir de votre entreprise. Pendant l'entretien, quelqu'un peut changer d'avis. Ça a été le cas pour moi. Je ne citerai pas l'entreprise, mais je leur ai dit, ça, j'ai arrêté, stop, terminé. Je ne viendrai pas, c'est pas possible. Déjà, j'avais été très mal reçue. Ça compte. J'avais été très mal reçue. On vous appelle la veille pour un entretien. J'étais jeune à l'époque.
Mais j'avais commencé à travailler déjà. Et on vous appelle la veille pour un entretien le lendemain. On sait que c'est un jour de semaine. Vous travaillez. Donc, si vous venez, ça veut dire que vous avez pris quelques heures de votre travail actuel. Donc, on ne le respecte pas. On vous met en retard de 2, 3, 4 heures pour par la suite mal vous parler juste avant l'entretien et pendant. À ce moment-là, on coupe court. Et la perception que j'ai de cette entreprise, qui est une grande entreprise, hein, entre guillemets, qui reste une grande entreprise malgré tout, cette impression-là demeure jusqu'à maintenant. Ça fait plus de 15 ans. Mais il est pour moi impossible de m'imaginer travailler là-bas. Donc, la perception qu'on a de vous est importante, même à ce niveau-là. Et par la suite, donc, une fois qu'on est recruté, comment est-ce qu'on travaille sur l'onboarding? Comment est-ce qu'on accompagne la personne qui arrive? Est-ce qu'elle a un ordinateur pour travailler? Est-ce qu'elle a un bureau qui est préparé? Est-ce qu'on voudrait que cette personne se sente attendue? Si ce n'est pas le cas, vous perdez quelque chose. La façon dont la personne va vous percevoir va jouer sur ce qu'elle va vous donner. Elle a été onboardée, elle a commencé à travailler. Est-ce que vous lui proposez un plan de carrière? Quel est le projet pour elle? Est-ce que pour dans 3 à 5 ans, au moment où vous voulez, peut-être parce qu'elle a un souci, soit personnel, soit avec son supérieur hiérarchique ou des collaborateurs, je ne sais pas, vous voulez lui changer d'unité, vous appelez un de vos copains, un directeur, pour dire, écoute, trouve une place. Et puis vous lui dites à elle, la personne, ben écoute, on va te trouver une place quelque part. Quel est le message que vous lui envoyez? Et quel est le message que vous envoyez aux autres personnes? Parce que la personne qui le subit va le dire à 2, 3, 4, 10. En général, quand on n'est pas satisfait, on le dit à 10 personnes. C'est du marketing pur. Donc, admettons que ça se passe bien, c'est-à-dire que vous lui avez trouvé une unité où elle doit aller, etc. Par la suite, est-ce que vous la formez à son nouveau poste? Et même ceux qui sont là, vous avez l'impression qu'ils stagnent. Est-ce que vous les formez? Est-ce que, plutôt que de leur dire « toi, tu ne progresses plus », vous essayez de trouver des solutions pour qu'ils aillent plus loin? Et une fois que c'est fait, qu'ils ont peut-être des promotions ou pas, tout le monde n'a pas forcément de promotion en entreprise, mais à la fin de leur carrière, comment est-ce que vous les traitez? Comment est-ce qu'ils partent? Qu'est-ce qu'ils gardent de vous après avoir travaillé chez vous? Moi, je vois des personnes qui ont parfois 34, 36 ans d'ancienneté dans les entreprises. Elles quittent l'entreprise comme si elles avaient commencé la veille. Ce n'est pas normal. Donc, quel est le sentiment que vous voulez qu'on ait à l'égard de l'entreprise après qu'on soit parti? Et comment est-ce que ceux qui restent se disent « Oula, si on l'a traité comme ça, qu'est-ce qui va advenir de moi ?» qu'on passe. Voilà. Donc, tout cela, toutes ces situations qu'on a énumérées, dont on a parlé, ont une empreinte importante sur la fidélisation des employés et sur leur engagement. Sur l'engagement. Où est-ce qu'on peut vous trouver, Madame Ngongon? B-O-N-G-O-N-G-U-I. Bongombi, excusez-moi. Je suis à Douala. Je préfère rester très discrète dans tout ce que je fais. Mais les personnes qui veulent me trouver, je suis sur LinkedIn, tout simplement. Elles me trouvent dessus et puis on échange sans aucun souci. Je suis très ouverte. 18 ans d'expérience dans la gestion des ressources humaines. Non, pas seulement. 18 ans d'expérience comme travailleur, mais j'ai 11 ans de communication. Quand même, c'est pas moi. Je préfère le dire parce que c'est très important pour moi. C'est là que j'ai passé de très très belles années avec Monsieur Alexandre Sioé, que je salue au passage, qui était mon directeur pendant longtemps. Et puis, par la suite, donc, je suis retournée à mes premières amours dans les RH. Et mon MBA en management des organisations aussi compte. Donc, les trois, pour moi, comptent. Ce n'est pas que la gestion des ressources humaines. Dans tous les cas, vous êtes une tête bien faite. Comme avait dit Montaigne, je reprends encore ses propos. Et nous avions sur ce plateau aussi Maman Gachou Nicole,
elle a peut-être raccroché le sac, mais elle continue à apporter toujours cette nourriture. Elle a raccroché le sac pour les autres, mais elle a créé son entreprise. Okay. Donc, elle porte toujours son sac. Elle porte toujours, elle reste au champ de bataille, comme on le dit très trivialement au village. Ce sont des anciennes mamies qui font de très bonnes soupes. On ne quitte pas une entreprise, on quitte le management. C'est sur ces mots que nous allons fermer cette autre édition de votre émission Tunnel de l'emploi pour inviter les leaders à être vraiment des leaders. Et pour convoquer cette pensée de Nicolas Sarkozy, que le leader est celui-là qui porte sur ses épaules les problèmes des autres. C'est celui-là qui a la vision et qui conduit la vision. Il faut créer donc des conditions d'humanité, surtout de magnanimité. Aimer les autres. C'est parce qu'on aime les autres qu'on peut devenir un très grand manager. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvons-nous très bientôt dans une autre édition de votre émission Tunnel de l'emploi. Ciao, ciao.